Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom. Salut Chacha. Salut. Écoute, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Et toi? Écoute, moi ça va plutôt très très bien. Je suis super content là, on va enfin parler d'une des forces, je trouve, de Starfinder, qui vont être un peu les rencontres qu'on peut faire dans ce jeu de rôle-là. Et on va voir qu'elles sont plutôt très variées. Oui, c'est vrai, ça, dis donc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à nos auditeurs, etc. avant qu'on commence? Dire aux auditeurs, auditrices que en fait, on va parler des Xeno-archives qui sont en fait les gros manuels de monstres, on reviendra dessus, de Starfinder, mais pas que simplement des manuels de monstres, et dire que pour le moment, on a fait le choix de se limiter aux Xeno-archives 1 et 2 parce que ce sont les deux seuls manuels qui sont traduits en français. Il y en a actuellement 4 qui sont publiés en anglais par Paizo et le 3e est en cours de traduction, il est en précommande chez Black Book. Donc voilà, c'était pour que vous sachiez si vous êtes étonné de ne pas entendre parler des règles de compagnon animal dans cet épisode. C'est parce qu'on traitera ça peut-être un peu plus tard quand le 3e tome sera sorti. Ce qui devrait pas forcément tarder non plus, hein. Je pense que Black Book doit être sur le sujet. Oui, ils l'ont mis en précommande donc dans 1 ou 2 mois je pense. Voilà, mais effectivement, au moment où on enregistre le podcast, nous avons que les Xeno-archives 1 et 2 en français, donc on va se baser que là-dessus. Mais il existe encore moult possibilités. Et ben sur ce, plus qu'à allumer vos communicateurs et à intercepter les ondes de Radio Absalom. Yes. Alors, dis-moi mon cher Chacha, dans Starfinder, comment est-ce que ça marche, les rencontres? Les rencontres dans Starfinder, ça marche un tout petit peu comme les rencontres dans Donjons Dragons et dans tous ces jeux-là qui sont plutôt porte-monstre trésor. Donc c'est assez simple, mais ça devient de plus en plus cadré par rapport à Pathfinder 1, par rapport à la 3e édition de Donjons Dragons, et ce sera encore plus cadré dans Pathfinder 2. En gros, ce qu'on appelle une rencontre, c'est les différentes scènes de votre pièce de théâtre improvisée qui est votre partie de jeu de rôle. Et donc, en fait, chacune des rencontres, ce n'est pas simplement des combats, c'est en grande partie des combats, mais ça peut être aussi tout un tas de moments dans lesquels les PJ, les personnages joueurs, sont confrontés à des épreuves. Donc, ça peut être une rencontre quand vous êtes dans une exploration d'un vaisseau abandonné ou sur une exploration de planète. Ça peut être une rencontre avec des dangers qui sont soit des pièges, soit l'environnement hostile. Ou alors, plus classiquement, ça peut être une interaction avec un personnage non-joueur que vous, en tant que MJ, vous interprétez. Donc, normalement, on définit une rencontre comme à peu près une durée d'1 heure. Ce qui permet, lorsque vous faites des one-shots, d'imaginer des scénarios qui vont inclure 4 rencontres. Et en général, on essaye de varier, sinon ça fait effectivement, on tombe dans les travers du porte-monstre trésor. Donc voilà, essayer de varier en mettant plutôt des interactions avec des personnages non joueurs, ou alors une rencontre face à des dangers, ou alors une énigme, ce genre de choses. Sachant que de toute façon, ça dépendra aussi de vos joueurs, c'est-à-dire que selon le groupe que vous avez, peut-être que ça terminera toujours en combat parce qu'ils vont être un peu boulets ou qu'ils vont toujours chercher des noises. Exactement. Mais il est possible de varier effectivement les rencontres, et sur un one-shot, comme tu le disais, ça va être l'idée, c'est d'explorer différentes façons de confronter les joueurs à différentes situations et de les forcer un peu à s'adapter et à résoudre les situations de manière différente. Alors nous du coup aujourd'hui, comme on s'intéresse aux Xeno-archives, qui sont en fait des manuels qui compilent un certain nombre de créatures que l'on peut trouver dans l'univers de Starfinder, on va plutôt se focaliser sur la rencontre avec les créatures
extraterrestre du monde de Starfinder. Donc on mettra de côté complètement la partie personnage non joueur à interpréter, piège ou énigme, qu'on pourra traiter peut-être dans un prochain épisode autour des rencontres. C'est ça. Et petite précision pour nos auditeurs, parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, dans le jeu de rôle, on parle de personnages non joueurs. Voilà, ça va être d'autres personnages que le maître du jeu va interpréter, qui auront leur caractère, un peu comme une feuille de personnage normale, sauf qu'elle sera interprétée par le maître du jeu et c'est pas un joueur qui la joue. On a tendance à utiliser l'abréviation PNJ pour parler de ces personnages-là, pour personnages non joueurs, et également NPC pour Non-Playable Characters en anglais. Donc si jamais vous voyez passer ces acronymes ou vous entendez les dire, voilà, c'est à ça que ça fait référence. Par exemple, Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 est un PNJ. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc du coup, tu disais, effectivement, dans Starfinder, on va retrouver pas mal de types de créatures, et des créatures de la fantasy classique, tout comme des créatures un peu plus originales. Je sais que notamment, on peut retrouver par exemple des gobelins de l'espace, qui sont globalement des gobelins, mais version space opéra un petit peu. Donc ils vont être un peu moins agressifs que les gobelins qu'on peut retrouver dans Pathfinder ou dans Donjons et Dragons par exemple. Mais ça reste quand même une race de petits êtres un peu foireux qui cherchent à se nourrir de tout et de rien. Et je sais que dans Starfinder, on peut les trouver beaucoup au niveau des bas-fonds de la station Absalom. Et après, on va les retrouver un peu partout. Hein. Évidemment, ils ont réussi à chourer des vaisseaux pour se déplacer un peu partout dans l'univers. Et souvent, ils bricolent avec ce qu'ils trouvent. Donc, ils vont avoir des pistolets un peu modifiés, un peu bricolés à l'arrache. Enfin, voilà, ça va être vraiment... Qui risque de leur exploser la figure. C'est ça. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment le gobelin, mais avec un hublot sur la tête pour pouvoir aller dans l'espace et un flingue miteux, quoi. Ouais, il y a un choix de la part de Paizo de rendre les créatures un peu classiques, mauvaises, que les goblinoïdes plutôt sympathiques. Et donc notamment ces gobelins-là qui sont, avec les Xenoarchives, possiblement jouables, mais on reviendra dessus après. C'est vrai que contrairement à Warhammer 40 000, qui reprend en fait les créatures de Warhammer et qui les projette dans l'espace 40 000 ans après, on a un peu le même système pour Starfinder, mais... le rapport à la fantasy est somme toute beaucoup plus proche de Donjons Dragons que de Warhammer. Vous n'allez pas être dépaysé en fin de compte avec certaines des créatures qui sont dans ces manuels. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver alors comme autre créature un peu typique Donjons et Dragons, mais version Starfinder? On avait déjà dit qu'il y avait toutes les races qui étaient, toutes les espèces qui étaient disponibles dans de la fantasy, donc les alphelins, les elfes, les demi-elfes, etc. On va pouvoir retrouver d'autres espèces qui sont les grands ennemis des elfes comme les drôs. On les appelait les elfes noirs, mais on a arrêté de les appeler comme ça parce que y avait des rôles un peu racistes derrière. Donc les drôs qui habitent dans Donjons Dragons, dans l'Outre-Terre et dans Pathfinder, qui sont un peu le même genre de créatures. Donc là on va les retrouver. On va trouver évidemment des dragons parce qu'on est quand même dans un univers à la Donjons Dragons. On va trouver toutes les espèces goblinoïdes, des élémentaires, des fiélons et des célestiaux, donc tout ce qui va être démons, diables, anges et créatures extraplanaires, vous allez les trouver là. Donc en fait, somme toute, beaucoup de choses assez classiques. Et moi je vais m'intéresser peut-être sur le fantôme, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. Les fantômes, c'est les créatures basiques de la fantasy. Le problème, c'est qu'en général, les fantômes, ils sont un peu pénibles parce que ils sont incorporels. Donc, il faut en général bénéficier d'une arme magique ou d'une arme qui a une capacité spéciale pour pouvoir les toucher. C'est un peu la particularité des fantômes. Dans Starfinder, on va retrouver la même chose. Des fantômes qui ressemblent globalement, somme toute, à leurs cousins de Donjons Dragons ou de Pathfinder. Mais le choix a été fait de pouvoir vous les approprier et de leur donner des spécificités proches de l'univers de Starfinder. Donc par exemple, un fantôme peut se mettre à hanter la technologie et donc c'est-à-dire faire glitcher des objets technologiques
créer en fait des interactions un petit peu particulières dans laquelle quelqu'un qui travaille sur son ordinateur va être attaqué par celui-ci ou va se rendre compte que son mécanisme ne fonctionne pas. Donc là, il donne par exemple un exemple, déplacer une grue ou faire rouler des véhicules qui vont pouvoir se mettre à être actionnés tout seuls par l'intermédiaire du fantôme. Le fantôme peut aussi faire une distorsion numérique. Donc ça veut dire que en gros le fantôme devient The Ring. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans Pathfinder parce qu'on est dans un univers de fantasy moyenâgeuse. Mais oui, il n'y avait pas de télé, du coup c'est compliqué. Voilà. Et donc en fait, il peut fusionner son corps avec une transmission en enregistrement numérique. Et il peut modifier à volonté le contenu de la transmission ou de l'enregistrement numérique. Et il utilise le plus souvent ce pouvoir pour effrayer les auditeurs. Et donc en fait, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire intervenir un fantôme, parce que vos joueurs connaissent les fantômes, ils ont déjà vu des films d'horreur, mais là vous faites intervenir le fantôme par l'intermédiaire d'objets qui bougent, d'objets technologiques qui bougent, par l'intermédiaire des écrans, et ça change un petit peu la donne. C'était là-dessus que je voulais m'appuyer, mais toutes les créatures classiques de la fantasy ont été un peu repensées pour être introduites dans Starfinder de manière un peu détournée. C'est ça, ce qui fait que du coup, vous serez pas perdu si jamais vous lancez en Starfinder, vous voulez faire des rencontres et tout, vous allez retrouver des bases que vous connaissez. Mais en même temps, il y a un petit twist qui fait que y a une petite particularité à les jouer dans Starfinder plutôt que de les jouer dans un autre jeu de rôle. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et ça peut être même assez intéressant parce que si vous avez des joueurs qui sont plutôt habitués à jouer avec vous à Donjon Dragon ou à Pathfinder et que vous avez très envie de tester Starfinder dans l'espace et qu'ils sont pas complètement chauds, vous pouvez en fait commencer en utilisant ces créatures-là pour leur montrer qu'il y a des choses un peu plus spécifiques, un peu plus différentes. Et puis je me rappelle d'un scénario que je vous avais fait jouer où vous étiez sur un show télévisé intergalactique et en fait vous exploriez une planète abandonnée dans laquelle vous trouviez un truc une simulation en fait de Golarion du Moyen-Âge dans lesquels des nains étaient bloqués depuis des années et des années et du coup les joueurs étaient dans un univers qui ressemblait à un univers de fantasy, c'est-à-dire qu'ils accompagnaient des nains qui étaient vêtus de côtes de mailles, etc. Mais en fait ces nains n'étaient pas conscients qu'ils étaient dans une simulation qui avait mal tourné et que l'ordinateur répétait en boucle. Et elle avait été mise elle était en dysfonctionnant parce que justement des gobelins de l'espace étaient arrivés sur la planète et commençaient à un peu prendre à trifouiller et à chourer tout ce qui traînait. Voilà. Et donc ça avait fait bugger la simulation et c'est assez drôle parce que là vous faites vraiment un mix entre les deux. Ouais. Souvent ça permet justement de créer un genre de petit pivot par rapport à de la fantasy basique et c'est plutôt rigolo. Après, bien évidemment, Starfinder a aussi ses propres créatures. Ils ont créé des créatures qui sont propres à leur univers. Et il y en a plusieurs que j'aime bien. Notamment une qu'on peut voir sur la couverture justement du premier Xenoarchive, qui sont les Furteux. Donc les Furteux, c'est cette petite boule de poil. Vraiment, ça fait 30 cm de haut. Ça a 6 bras. Et c'est un petit peu... Dans l'idée, c'est des petites créatures qui font un peu leur vie, qui peuvent s'organiser entre elles pour construire quelques trucs, mais sinon ils vont être très individualistes. Et voilà, ils ont un côté un peu mignon, et en même temps, bon, ils sont... Voilà, ils vivent un peu leur vie dans leur coin, ils arrivent à s'organiser, mais il n'y a pas trop de hiérarchie non plus. Les concepts de gouvernement et autres, ça leur passe à 10 millions de kilomètres, enfin vraiment... C'est des petites créatures qui font leur vie et qui s'adaptent. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, ces créatures-là, elles viennent d'une planète qui s'appelle Vesk 3. Donc du coup, si elle s'appelle Vesk quelque chose, elle fait partie du Veskarium, qui est l'empire des Vesk dans Starfinder. Les gros lézards. Ouais, c'est ça, les gros lézards un peu bourrins. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand les Vesk sont arrivés sur ce qui est maintenant Vesk 3... Il y avait, globalement, il y avait que des Furteux sur la planète. Il y a quelques autres petites créatures, mais globalement, c'est que des Furteux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Vesk sont arrivés pour coloniser, prendre possession de la planète en mode militaro débile. Et les Furteux, ils ont regardé les Vesk, ils se sont dit « Ok, ils sont plus forts que nous, allez-y, faites vos bails, nous on s'en fout, on continue notre petite vie. »
Et en fait, Vesk 3 était hyper simple à prendre parce que il y a pas eu de conflit, il y a rien, ils sont juste installés, les Vesk qu'ils ont vus, il y a même des Vesk qui leur ont filé des coups de main parce qu'il y a enfin il y a des Vesk, il y a des Furteux pardon qui ont filé des coups de main à des Vesk parce que les Vesk ils galéraient à faire leur truc et tout, donc les Furteux ils sont venus les aider. Puis voilà. En fait, le Veskarium, qui est quand même un empire qui est assez rigoureux, rigide, militariste, a rien compris sur cette planète parce que les Furteux n'ont tout simplement pas le concept de territoire ni le concept d'impérialisme. Tous ces concepts-là leur paraît, ont pas du tout été développés sur cette planète. Donc, en fait, ils ont dit ouais, vous êtes là, mais il y a pas eu besoin de conflit. Et du coup, les Vesk, qui eux ont un mode de pensée extrêmement rigoriste et bloqué, n'ont pas compris non plus les Furteux. Donc en fait, ils vivent comme ça sur cette planète sans vraiment s'embêter, quoi. Il y a un truc aussi que j'aime bien sur les Furteux, c'est que quand ils sont jeunes, ils ont un genre de bras au milieu du ventre, oui, qui s'accroche, alors je sais plus à quoi, et qui est censé donner tous les nutriments que le Furteux a besoin pour se développer. Ouais, c'est ça. Et donc, évidemment, ça peut être s'il s'accroche à des créatures vivantes, ça peut être pas si sympa que ça. Même si en gros, c'est les bestioles à la Ewok, hein. Mais dans le cadre de Starfinder, et c'est tellement une mascotte que il en existe des peluches, voilà, qui sont pas forcément les peluches les plus belles du monde. Non, ouais, en termes de qualité, c'est pas foufou. Mais voilà, ces petites créatures rigolotes. Bah non, mais voilà, Paizo a décidé d'en faire des mascottes, et c'est vrai que ils sont mignons, quoi. On va avoir effectivement la même fascination que pour les Ewoks. Enfin, si vous êtes des personnes qui appréciaient les Ewoks dans Star Wars, évidemment, c'est un sujet qui divise un petit peu la communauté. À ceci près qu'ils font un peu moins nounours débiles. Ouais. Et que tu comprends qu'ils peuvent être très débrouillards et tout, machin. Mais juste, ils ont une conception des choses qui est la leur. Et globalement, voilà, ils font leur petit bail. Et du coup, tu peux les retrouver beaucoup dans le Veskarium. Parce que, du coup, en gros, ils ont pas de concept vraiment de hiérarchie. Par contre, s'il y a quelqu'un qui prend un peu le lead pour réaliser une tâche ou une construction ou un truc comme ça, ils vont suivre le temps de faire ce truc-là. Donc en fait, dans le Veskarium, les Vesk qui sont arrivés, ils ont dit aux Furteux besoin de faire ça. Et ils ont eu 5 Furteux qui sont venus les aider. Et puis après, une fois que c'était fait, les Furteux sont barrés. Voilà. J'en profite pour dire qu'il existe des scénarios préécrits qui mettent en scène des Furteux. Qui sont pour des joueurs, 4 joueurs qui jouent 4 Furteux. Et je crois que c'est des scénarios qui avaient été lancés dès le début de Starfinder, qui accompagnaient en fait les premières sorties. Parce que c'est... pour accompagner le côté mascotte, etc. aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ta première entrée, c'est une créature spécifique à Starfinder qui te plaisait. Est-ce que tu en as une autre ? Ouais, bon, il y en a plein d'autres bien évidemment, mais il y en a une que je trouve aussi assez sympa qu'on appelle les contemplatifs. Les contemplatifs, c'est quoi ? Globalement, c'est des gros cerveaux qui flottent. Et sous ce gros cerveau, il y a un tout petit corps humanoïde, mais vraiment tout frêle. Globalement, c'est des cerveaux flottants, quoi. Voilà, c'est tout aussi chelou que ça puisse être. C'est des cerveaux flottants. Et on va... voilà, donc c'est un truc qu'on connaît de la science-fiction, hein, qu'on a déjà vu dans les space opéras ou je sais pas quoi. Et là, on va les retrouver. Donc c'est une race plutôt très intelligente, observatrice, un peu pertinente. Et globalement, on va les retrouver souvent dans tout ce qui est laboratoire de recherche, des choses comme ça. Et ils ont en gros, ils ont d'énormes capacités psychiques parce que gros cerveau. Et globalement, ils ont un esprit un peu de ruche entre eux, donc ils sont très très bons pour s'organiser, etc. Mais ça va pas être une espèce très agressive. Ils vont pas chercher à dominer ou quoi que ce soit. Par contre, ils sont capables de s'organiser, ils sont très intelligents. Et donc, souvent, on va les retrouver quand il y a des choses à réaliser, des recherches à faire, des choses comme ça. Et c'est une race que vous pourrez croiser facilement. Ouais, qui parle par télépathie. Oui, c'est ça. Évidemment, ils n'ont pas de bouche, parce que c'est des cerveaux, quoi. C'est ça. Ah, c'est marrant, je pensais qu'ils venaient de Bretheda, et en fait, ils viennent d'Aquiton. Enfin, ils sont pas originaires d'Aquiton, quoique si, ils sont installés sur Aquiton.
cas, qui est la planète rouge, qui est la planète Mars en gros de l'univers. Oui, 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 oui. Je les aurais bien vus plutôt dans les, bah, sur Bretheda en fait, sur les Mais parce qu'il y a des créatures, les Brethédiens. qui ressemblent un peu, ouais, peut-être. Les Brethédiens, c'est des crevettes flottantes. Bon, Ouais, là c'est Voilà. des cerveaux flottants. Ouais, voilà, ça flotte quoi. c'est ça. Non, un des trucs sur l'histoire de l'espèce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, quand ils ont développé leur pouvoir psychique et tout ça, ils ont en gros décidé plutôt d'investir là-dessus, et donc petit à petit, en fait, ils se sont focalisés uniquement sur leur capacité psychique et cultiver leur intelligence, etc., leur réflexion et tout, et donc en fait, bah, leur espèce a évolué dans ce sens-là, et du coup a petit à petit délaissé le corps humanoïde qu'ils avaient au début. C'est pour ça que maintenant il n'y a plus qu'un tout petit corps tout chétif qui pendouille en dessous du cerveau. Et à l'inverse, les cerveaux des contemplatifs ont grossi au fur et à mesure de l'évolution de leur capacité mentale et psychique. Donc voilà, c'était une petite espèce aussi que j'aime bien, qui me fait rigoler. Et toi, est-ce que t'en as une alors ? Ouais, mais je vais en parler peut-être un peu plus tard pour pas perdre tout de suite nos auditeurs et auditrices. On a fait une petite présentation des quelques créatures qu'on pouvait croiser, des classiques et puis des moins classiques. Et je pense qu'on peut peut-être se focaliser maintenant sur les manuels en question qu'on appelle Xenoarchive et peut-être définir un petit peu comment est-ce qu'un MJ ou un joueur pourrait les utiliser si éventuellement ils se retrouvaient dans vos bibliothèques. Donc qu'est-ce que tu peux nous proposer, Srid, là-dessus ? Alors le premier truc qui va venir quand vous faites du jeu de rôle, surtout si c'est vos premières parties, etc., ça va être, et notamment dans un jeu comme Starfinder ou même dans Donjons Dragons, etc., ça va être typiquement le combat. Donc pour ça, les Xenoarchives en fait vous fournissent une liste de monstres. Donc vous avez un monstre par double page, et chaque monstre va avoir le détail un peu des choses qui sont importantes si vous devez jouer et combattre ces monstres-là. Ce qu'on appelle un stat block. C'est ça, c'est exactement ça. Dans l'idée, c'est un gros résumé de la feuille de perso du monstre, en allégé, où vous allez retrouver juste ce qui est important à savoir si vous avez des combats à gérer. Donc vous allez retrouver leur point de vie, vous allez retrouver leur taille, vous allez retrouver leur résistance, leur jet de vigueur, les choses comme ça. Et puis vous allez retrouver éventuellement des pouvoirs spéciaux s'ils en ont, des capacités spéciales, un coup de morsure qui fait des dégâts différents, des choses comme ça, bref. Ça dépend vraiment après du monstre. Mais alors moi, si je suis un jeune MJ que j'ai pas encore masterisé ma première partie de Starfinder et que j'ai envie de mettre des monstres qui se trouvent dans le manuel, comment est-ce que je peux m'assurer que le monstre ou la créature que je vais mettre face à mes joueurs, que j'ai envie de leur faire combattre, est d'un niveau suffisamment, en tout cas qu'elle est suffisamment équilibrée par rapport au niveau du groupe, parce que peut-être que j'ai l'impression que la classe d'armure ou que les points de vie ça va, mais peut-être que c'est pas le cas du tout. Alors pour ça, et donc ça c'est quelque chose qui est type des jeux de rôle D20 comme Donjons Dragons, Starfinder, Pathfinder et autres, on a mis en place ce qu'on appelle un facteur de puissance. Un facteur de puissance, ça va être globalement le niveau de la créature face à un groupe de 4 personnes. Donc en gros, un facteur de puissance 2 va être justement le monstre à combattre si vous avez un groupe de 4 personnes de niveau 1 ou 2 globalement. De niveau 2 en général pour équilibrer. Ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Après vous pouvez adapter, vous pouvez avoir plusieurs créatures. Donc en fait si votre groupe est de niveau 2, vous pouvez avoir plusieurs créatures de facteur de puissance 1, ce qui va créer une autre complexité. Il y a différentes manières d'équilibrer votre combat, mais en gros ça va vous donner une idée du monstre. Et en gros si vous avez un groupe de joueurs qui est niveau 2, vous allez plutôt lui sortir un monstre facteur de puissance niveau 2 ou 1 ou 2 facteurs de puissance niveau 1 par exemple. Et puis au fur et à mesure vous pouvez augmenter, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Moi je sais que j'ai tendance pour mes boss à leur faire un monstre qui a un facteur de puissance un peu au-dessus, et éventuellement je vais faire en sorte de lui supprimer un pouvoir si jamais je vois que le combat va pas être équilibré, pas drôle à jouer. Et de cette manière, on peut gérer un peu la puissance. Tout de suite, les joueurs, eux, vont se dire « Oulala, celui-là, il a l'air quand même vachement plus balèze ». Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un peu de tension et on va pouvoir se différencier un combat un peu plus classique contre des gobelins
d'un combat de fin de scénario? Ça se trouve dans votre manuel de Starfinder, le manuel de base, ça se trouve à la page 390. Et en fait, comme tu le dis, effectivement, c'est au maître du jeu de déterminer s'il veut plutôt que la rencontre face à ce monstre-là ou ces monstres-là soit entre facile ou difficile, très difficile, voire épique. Et dans ce cas-là, en fait, on prend le niveau moyen du groupe, c'est-à-dire qu'on prend tous les joueurs et qu'on divise par leur nombre pour savoir à peu près quel est le niveau global qu'ils partagent. Donc, en général, vous quand même essayez d'avoir un groupe avec des joueurs qui sont tous et toutes de même niveau parce que sinon c'est un peu compliqué. Ouais. Et effectivement, plus on va rajouter des créatures, plus en fait, on nous conseille, page 390, de rajouter en fait sur le facteur de puissance. Par exemple, tu prenais l'exemple de prendre une créature de niveau 2, de facteur de puissance 2. Elle a un facteur de puissance 2 toute seule, mais si j'en mets 2 face à mon groupe, elle va avoir un facteur de puissance de 2 plus 2, donc ça fait déjà 4. Donc en fait, c'est déjà une rencontre très difficile pour un groupe de niveau 2. Oui. Donc c'est comme ça qu'en fait vous allez essayer d'équilibrer. Alors c'est pas une science, exacte, hein, je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites notamment sur le facteur de puissance pour Donjons Dragons 5e édition, parce qu'il y a des choses qui ont du mal à fonctionner à haut niveau. C'est un peu pareil pour Starfinder. À certains moments, c'est vous aussi en tant que MJ qui êtes capable de, comme vous allez interpréter les créatures, c'est vous qui allez définir leur tactique. Et c'est vrai que quelque chose qui pourrait passer pour simple, évidemment, si vous mettez des gobelins de l'espace qui sont pas très forts, mais que vous les mettez en prenant en tenaille le groupe de personnages sur une plateforme où ils ont à peine un espace pour bouger, sinon ils tombent dans le vide, vous comprenez bien que en fait votre rencontre va être bien plus difficile que s'ils ont toute l'attitude dans l'environnement dans lequel ils les combattent. Donc un de nos conseils pour les jeunes maîtres du jeu, c'est d'abord faites-vous la main en faisant confiance à ce facteur de puissance, en proposant aussi à votre groupe en particulier, si c'est des joueurs qui n'ont pas commencé à jouer, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, vous les mettez dans un environnement que vous n'en rajoutez pas trop, vous faites une rencontre plutôt normale, et vous vous familiarisez avec les blocs de statistiques et les capacités de chacune de ces créatures. Parce qu'en fait, déjà, une créature, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses, et vous allez avoir, sans doute, si vous jouez sur une période de 4-5 heures, vous allez avoir en fait à vous rappeler de ce stat bloc-là, mais aussi peut-être de la prochaine créature que vous allez leur mettre en face dans 1 heure, qui sera un peu différente. Donc, n'en rajoutez pas dès le départ. C'est pour ça que justement, il y a ces stat blocks qui sont résumés. Et en fait, moi je sais qu'en tant que MJ, je retiens pas. En fait, je mets un post-it aux pages des monstres que je veux. Et je note sur mes feuilles, genre rencontre avec tel monstre, et c'est page 32, page 40, je sais pas quoi. Et ensuite, quand je fais la rencontre, c'est tout simple, c'est que je prends la Xeno-Archive, et je regarde, et comme ça, j'ai le résumé bloc, et ensuite je joue mon combat en fonction d'eux. Et surtout, ce qui m'arrive de faire, c'est d'adapter les choses. C'est-à-dire que si je vois par exemple que je sais pas, le monstre en question, il a une classe d'armure qui est plutôt costaud. C'est pas forcément un monstre de très haut niveau, mais il a une bonne classe d'armure. Si jamais j'ai un groupe de joueurs qui a un faible bonus à l'attaque, donc qui va avoir du mal à toucher au corps à corps, je vais avoir tendance à lui diminuer un petit peu sa classe d'armure pour que mes joueurs aient quand même des chances de réussir à mettre des coups. Je vais garder la difficulté quand même, parce que le but c'est pas qu'il touche à chaque fois, mais je vais adapter un petit peu ça, parce que j'ai un groupe qui n'a pas forcément une grosse force de frappe, par exemple. Oui. Voilà, c'est des petites choses, faut pas hésiter à jouer avec les valeurs. On vous donne des statistiques, etc. C'est pour vous donner un échelon, une référence. En fonction de votre groupe, vous êtes tout à fait libre en fait d'adapter un peu ça selon comment tourne le combat pour que, au final, le but c'est quand même que vos joueurs s'en sortent et puissent accomplir des actions qui marchent, que leur sort fasse des trucs. Et donc, si vous vous êtes rendu compte que vous avez merdé, que vous avez mis un monstre peut-être trop fort ou qui a des caractéristiques trop fortes pour votre groupe, n'hésitez pas à adapter un peu pour que ça favorise le jeu avec vos joueurs. C'est un équilibre un peu fragile, parce qu'il ne faut pas non plus trop faciliter les combats parce que les joueurs vont se sentir un petit peu lésés, ils ne vont pas avoir eu le temps d'utiliser leurs capacités. Et en même temps, quand vous avez un monstre qui est beaucoup trop fort, ça frustre aussi vos joueurs.
Ouais, parce qu'ils vont jamais réussir à le toucher, ils vont avoir fait un bon score sur le dé, mais en fait c'est pas suffisant, donc ils vont être là genre mais j'ai fait 15 et tout, je touche. Et tu dis bah non. Et très vite ça peut devenir gênant pour eux, où ils vont plus trouver comment se sortir de la situation, et ouais, c'est toujours un peu compliqué de trouver cet équilibre là. Mais si vous savez vous adapter, globalement ça va bien se passer. D'ailleurs, petite anecdote, dans le scénario 5 de la campagne de Dead Suns, qui est la toute première campagne publiée pour Pathfinder, il y a à un moment donné un monstre qui est un Solarian et qui a fait hurler les gens qui ont joué cette campagne parce qu'en fait il y avait eu une erreur d'impression et que sa classe d'armure, donc le degré de difficulté pour le toucher, avait été évalué à 10 de plus par rapport à ce qu'elle devait être. Or, au niveau où étaient les joueurs en face, c'était véritablement impossible à toucher, sinon en faisant un 18, un 19 ou un 20 sur un dé. Donc évidemment, vous, en tant que MJ, quand vous voyez que ça sent un peu le feu, vous réduisez. D'accord ? Et c'est pas... Alors, aussi autre chose, parce que toi, tu disais que tu mettais des post-it. Attention, dans un souci de gagner de la place dans le manuel des Xeno-Archives, tout n'est pas écrit sur le stat block. Contrairement à Donjons & Dragons 5ème édition, où vous prenez n'importe quelle page du manuel des monstres, et là, vous avez tous les pouvoirs de la créature qui sont décrits. Ici, on est encore dans quelque chose qui ressemble à la 3ème édition de Donjons & Dragons. Donc, vous avez des choses qui ne vont pas être décrites. Par exemple, les capacités générales des créatures qui sont en fait des dons que vous pouvez associer à votre personnage joueur quand vous créez votre personnage en tant que joueur. Ou alors des capacités générales de classe ou d'espèce ne sont pas décrites dans le stat block, puisqu'on part du principe que de toute manière, elles sont disponibles dans le manuel de base de Starfinder. De la même manière, en fin de Xeno-Archives, que ce soit le 1 ou le 2, vous avez une annexe qui vous présente les traits génériques des créatures. Ils appellent ça les règles universelles. Et donc, ces règles universelles en fait, n'ont pas besoin d'être définies à l'intérieur du stat block. Alors, je vais vous en donner peut-être une pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, je me rends à l'annexe 4. Et par exemple, vous avez quelque chose qui s'appelle amphibie. On vous dit que la créature a un sous-type aquatique, elle peut respirer de l'air, survivre sur la terre ferme. Voilà, donc elle peut à la fois être dans l'eau et sur terre. Bon, amphibie, je pense que vous auriez pu comprendre. Mais attaque de nuée ou attaque multiple ou ce genre de choses, vous avez besoin de vous référer à la fin dans l'annexe des Xeno-Archives. Donc faites bien attention à ça. Moi, globalement, ce que je vous conseille, c'est si c'est vos premières parties en tant que MJ et tout, vous n'êtes pas encore très à l'aise avec Starfinder et tout, vous tracassez pas trop avec ça, fiez-vous au stat block fourni. C'est déjà un bon résumé, ça vous filera le minimum nécessaire. Et voilà. Derrière, quand vous êtes un peu plus à l'aise avec tout ça, vous pourrez commencer justement à utiliser un peu plus les caractéristiques et compétences plus poussées, on va dire, des monstres, que vous pouvez retrouver effectivement dans les annexes et choses comme ça. Complètement d'accord avec toi, parce que pour le coup, il y a des immunités, par exemple les immunités de créatures artificielles, qui font que, en gros, des robots peuvent pas subir les effets de saignement. Et en tant que MJ, vous l'avez pas lu, bon, vous risquez quand même de... Voilà, ce sera pas décrit dans le stat block, il faut se référer aux traits universels, mais c'est clair que si vous permettez à un de vos joueurs de faire saigner un robot, ça va sonner un peu bizarre. Donc, regardez quand même, préparez un tout petit peu, mais encore une fois, mettez moins de monstres au départ, et ça devrait le faire. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé encore dans la manière dont les créatures sont organisées dans le Xeno-Archive. Alors ça allait être ma prochaine question. Voilà, elles ont toutes un stat block, mais elles ont aussi un type qui est représenté par un petit symbole que j'ai trouvé assez utile parce qu'il n'y a pas ça dans Donjons & Dragons 5ème édition. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, c'est simple, c'est qu'ils ont créé des espèces de profils un peu de monstres. Donc en gros, ça va être la façon dont le monstre combat. Donc vous allez avoir 3 types principaux globalement qui vont être les combattants. Donc ceux-là, ça va être plus effectivement ceux qui vont au corps à corps, etc., qui ont des bonnes attaques et potentiellement une bonne défense. On va avoir les experts, donc qui vont être plus des créatures polyvalentes, donc qui vont avoir peut-être 2-3 sorts et avoir 2-3 petits coups comme ça, mais seront moins forts qu'un combattant par exemple. Et on va avoir les lanceurs de sorts,
qui, eux, du coup, vont être spécialistes de la magie, etc. Le truc, c'est que du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir trouver des monstres et composer un groupe, par exemple, de monstres, où vous allez avoir un lanceur de sorts et 2 combattants. Ce qui fait que vous allez pouvoir créer une petite dynamique avec une petite tactique que vos joueurs vont devoir faire pour, je sais pas, par exemple, peut-être essayer de se débarrasser d'abord du lanceur de sorts qui leur ruine un peu la vie, ou au moins le bloquer, de manière à pouvoir combattre sereinement les 2 combattants à côté, ou enfin voilà. Ou derrière, si vous avez des gobelins, vous pouvez mettre un expert qui sera le chef gobelin, qui effectivement sera un peu plus compétent et aura peut-être un sort particulier qui arrange le groupe. Voilà, donc c'est un bon moyen de retrouver et de pouvoir créer un peu vos groupes et du coup indirectement de créer la dynamique que vous allez donner au combat que vous ferez avec vos joueurs. Je pensais faire toute une partie sur l'interprétation des monstres en fonction du combat et autres, mais je pense qu'on peut le faire tout de suite puisqu'on a déjà donné quelques conseils sur l'aspect tactique de ces combats. Et si ça te va, je me dis qu'on peut peut-être parler de justement comment est-ce qu'on utilise les monstres une fois qu'on a choisi un monstre avec son stat block. Et là, c'est là où vous, en tant que MJ et vous, en tant que joueur, vous allez être mis vraiment en situation de créativité. C'est-à-dire que le stat block, c'est effectivement les stats des monstres avec quelles attaques ils font, combien, etc. Voilà, c'est classiquement dans tous les systèmes de jeu de rôle que vous avez ce genre de choses. Maintenant, choisir un monstre avant de faire sa séance à présenter à ses joueurs, ça peut être l'occasion de le penser, de réfléchir et de voir que est-ce qu'il a une attaque à distance, est-ce qu'il a une attaque au corps à corps. Si, comme tu l'as dit, Atreid, les combattants ont surtout des attaques au corps à corps, il va falloir penser que si tous les joueurs en face ont des grosses armes laser à distance, le monstre, le temps qu'il arrive sur eux, il va déjà être un peu affaibli. Et en même temps, si ce sont que un groupe avec des joueurs qui ont des armes à distance, une fois que le monstre est au corps à corps, ça peut être un peu compliqué pour certains ou certaines d'entre eux pour s'en échapper. Donc là, vous faire le combat dans la tête, vous imaginez, il n'y aura forcément pas toutes les possibilités, mais imaginez un petit peu comment est-ce que la créature va réagir, c'est déjà une chose qui peut être intéressante. Par ailleurs, de temps en temps, dans les Xeno-archives, on vous donne quelques petites explications sur la tactique qui va être utilisée par le monstre. Notamment pour les créatures qui sont peu intelligentes, de créatures sauvages, elles vont avoir en général toujours le même type de comportement. Si vous avez des gobelins de l'espace, c'est des créatures qui sont un petit peu fragiles, qui sont pas très très loquaces, qui sont un peu courageuses. Donc vous allez savoir qu'à un moment donné, elles risquent de s'enfuir. Vous savez aussi qu'elles ne vont pas utiliser à profit l'environnement que vous avez créé pour votre combat pour mettre en péril les joueurs. C'est pas si évident que ça en fait d'interpréter une créature dans un combat. Est-ce que toi t'aurais un exemple de comment tu pourrais interpréter une créature, comment tu pourrais utiliser sa tactique? Je sais pas, on peut imaginer par exemple une créature qui a tendance à surgir de l'eau ou d'un marécage. Elle va avoir tendance à surgir, attaquer et retourner se planquer sous l'eau. Et donc là, ça va être un des trucs, c'est que les joueurs vont d'abord devoir trouver un moyen de faire sortir la créature de son marécage et de son petit bloc d'eau. Ça peut être plein de choses, ça peut être on balance un truc d'électricité dans la flotte quand il est dessous et du coup il ressort et là à ce moment là vous avez une opportunité d'attaque parce qu'il va être un peu étourdi et tout. Ça peut être l'empêcher de retourner sous l'eau. Donc du coup ça veut dire quelqu'un va essayer de le maintenir quand il aura une opportunité, quand la créature sortira de l'eau pour attaquer. Bref, ça va être à eux de trouver un moyen pour éviter justement que le monstre fasse son espèce d'habitude d'attaque qui elle est hyper primitive, hein. C'est un geste de chasse, c'est-à-dire sort de l'eau, il attaque, il re-rentre. Ça peut être un exemple, il y en a plein, après ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes, ça va dépendre du monstre, ça va dépendre de vos joueurs aussi, de leurs capacités. Voilà. Oui, c'est pas mal ce que tu viens de rappeler. Évidemment, quand vous pensez à mettre en face une créature face à vos joueurs, c'est aussi pour faire en sorte que leurs compétences puissent être mises en
puisse briller, quoi. Donc par exemple, si vous voyez qu'un de vos joueurs joue un technomancien et qu'il a pris spécifiquement des sorts qui lui permettent peut-être d'affecter le mental des robots, parce que normalement, les robots sont insensibles aux sorts qui affectent l'esprit, eh bien, mettez-lui à un moment donné un monstre qui est un robot et pour lequel il va pouvoir mettre à profit ce choix qu'il a fait dans le montage de son perso, dans ce qu'il a utilisé pour créer son perso. Donc réfléchissez aussi les choses de cette manière-là. Après, classiquement, évidemment, vous avez des créatures qui vont être des sacs à PV, qui ont plein de points de vie et qui vont être un peu difficiles pour les joueurs à les terminer. Mais pensez aussi que vos rencontres doivent être pensées pour que chaque combat ne soit pas le combat final. Si vous voulez que vos joueurs aient l'impression qu'il y a un boss à un moment donné, vous pouvez pas, à chaque fois que vous leur mettez des créatures, leur donner l'impression que c'est le dernier combat contre le boss de fin. Parce qu'en fait, ils vont être épuisés à chaque fois, ils vont décider de se reposer à chaque fois, et ça va pas fonctionner. L'idée, c'est quand même, justement, en reprenant la page 390 du manuel, d'aller faire des combats qui sont un peu plus simples, un peu plus faciles, et comme ça, pour pimenter progressivement votre séance, pour mettre aussi les joueurs en confiance, parce que avoir un combat assez facile, ça permet aussi d'utiliser des compétences et de se rendre compte que ah tiens, ce nouveau fusil que j'ai acheté, en fait je peux l'utiliser comme ça, c'est vachement chouette. Donc il y a aussi ces trucs là où les joueurs se mettent en jambes. Et puis après, eh bien en fonction effectivement comme tu l'as dit des stat blocks, de ce qui est proposé sur le profil du monstre, si vous avez un monstre aquatique, bah là dans ce cas-là vous allez essayer de faire varier un petit peu, de rendre plus difficile la rencontre en faisant que le monstre se met sous l'eau et donc est inatteignable à ce moment-là. Moi, de mon côté, j'avais regardé un monstre que je voulais présenter. Donc, si tu me permets, il s'agit du manche-crête qui se trouve dans le premier Xeno-Archive. Alors, le manche-crête, c'est quoi? C'est une sorte de gros rhinocéros qui a développé des tas et des tas d'os et d'excroissance. Voilà, d'excroissance osseuse sur son corps et qui se nourrit en fait principalement d'os. C'est pour ça qu'il s'appelle manche-crête. Alors, il vient du désert de Kassat, donc des Kassata, et c'est les Kassata qui l'appellent comme ça parce qu'il a l'habitude de se nourrir des crânes des Kassata, et donc en fait, en général, il prend leur crâne et il laisse le corps sans vie sans tête. Là où c'est un monstre qui est assez intéressant, c'est que c'est un gros monstre qui fait du corps à corps, mais quand même une attaque à distance. Il peut empoisonner les joueurs à distance en leur faisant perdre des points de constitution. Et ça, c'est rigolo. Quand vous leur faites perdre des points de caractéristiques, ça met vraiment, vraiment vos joueurs. Généralement, ils aiment pas beaucoup. Ouais, ils aiment pas trop, ça les met en tension. Et surtout, ce qui est super cool, c'est que, étant donné que cette créature-là, alors c'est une créature qui n'a pas beaucoup d'intelligence, hein, elle est neutre, elle a une fonction principalement de survie, mais on nous dit quand même que les plus anciens sont en général virés du groupe parce qu'ils deviennent de plus en plus agressifs. Vous pouvez quand même en utiliser un, c'est un facteur de puissance 4, et moi je l'utiliserais bien face à des joueurs qui sont d'un niveau inférieur. Parce que, je vais vous le dire tout de suite, dans ces pouvoirs spéciaux, il y a quelque chose qui s'appelle la perception minérale. Et dans la perception minérale, on nous dit que l'odorat d'un manche-crête est particulièrement sensible aux minéraux dont il a besoin pour survivre. Et en fait, il sent les dépôts naturels de calcium et il arrive à identifier et à trouver, à repérer les créatures qui ont subi des dégâts de constitution par son attaque de venin au cours de la dernière heure. Donc vous voyez peut-être où je veux en venir. De temps en temps, les rencontres, c'est aussi des joueurs face à des créatures qui sont trop puissantes. Et là, il faut que les joueurs comprennent que vous n'attendez pas d'eux qu'ils réussissent à vaincre la créature. Même s'ils mettent en place une tactique qui est toujours intéressante et surprenante, laissez-les peut-être tuer la créature. Mais là, la manière dont je l'utiliserai, c'est que je les mettrai dans une situation un peu désastreuse. Je leur mets ce monstre-là errant en face d'eux. Ils essayent premier round, deuxième round, ils arrivent peut-être à lui faire des dégâts, puis il y en aura au moins un ou deux qui vont subir cette attaque de venin ou qui vont subir une attaque de morsure au corps à corps. Et qui vont perdre pas mal de points de vie et de points de constitution. Et puis ils comprennent qu'il faut fuir. Et là, on tombe dans un autre aspect de la rencontre,
c'est que la fuite va être une fuite avec une créature qui peut les identifier parce qu'il les a marqués avec sa morsure ou avec son Et venin. donc ça va se transformer en track. Ça va se transformer en track. Donc c'est pour ça que je voulais présenter le manche-crête. Et puis aussi pour dire qu'il y a un truc un peu bizarre et que moi en tant que MJ j'aurais peut-être un peu modifié. C'est quand on regarde le dessin, c'est page 80 du Xeno-Archive, on voit que il a sur les côtés des sortes de, toujours dans ses excroissances, des sortes de grosses griffes. Et pourtant dans le stat block, quand je regarde ses attaques, je vois juste sa projection de venin à distance et je vois juste une morsure au corps à corps. Alors si j'étais en MJ, je pense que je rajouterais une attaque qui est liée à ses griffes, parce que je trouve que c'est bizarre que cette créature n'ait qu'une attaque de morsure et pas une attaque de griffes. Donc je pense que je rajouterais peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc ça rendrait la créature un peu plus forte, hein, elle aurait une attaque supplémentaire. Mais voilà, pour un peu souligner l'aspect terrifiant de ces bestioles-là. Et alors, petite chose intéressante aussi en plus, c'est que de ce monstre-là, les joueurs peuvent retirer des choses intéressantes, notamment une ceste en os. Voilà. Donc, en gros, tout ce qui fait partie du monstre pourra vous servir plus tard. On va en reparler tout à l'heure quand on parlera du loot, mais voilà. Ouais, on parlera de la troisième entrée spécifique à Starfinder. Et du coup, avant de parler de ça, parce qu'on a beaucoup parlé des combats, mais il y a plein d'autres façons d'utiliser les monstres, et notamment une que moi j'aime beaucoup, c'est l'utiliser pour une idée narrative. Pour raconter une histoire, pour raconter quelque chose. Alors ça peut être pas mal de choses, c'est-à-dire que vous pouvez être confronté à un monstre qui en fait a un problème. Est-ce que quelqu'un, je sais pas, on imagine que des gens ont détruit sa tanière. Et là, le monstre va commencer à être énervé, etc., à attaquer le village d'à côté, ou je ne sais quoi. Et potentiellement, au lieu d'aller combattre la créature, vos joueurs vont peut-être aller enquêter, chercher pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc là, ils vont pouvoir peut-être suivre la piste du monstre, trouver des traces. Ils vont suivre des traces qui vont mener en fait à l'ancienne tanière qui a été détruite. Donc là, ils vont se dire, bah mince, peut-être pour ça qu'il est pas content. Des choses comme ça. En fait, vous pouvez jouer aussi avec le lore un peu du monstre, qu'est-ce qui fait ses particularités, pour créer des scénarios, des pistes. Tu parlais tout à l'heure d'avoir un monstre qui était trop fort pour eux. Typiquement, ça peut être un truc qui va faire que ça va forcer les joueurs à beaucoup plus enquêter sur le monstre plutôt que de chercher à le taper. Et ça va enrichir effectivement la partie. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'on a parlé du stat block, hein, du profil du monstre avec toutes ses capacités. Mais en fait, dans les Xeno-Archives de Starfinder, il y a eu un choix qui a été fait d'un point de vue mise en page, édition. Si vous venez de Donjons Dragon, vous allez peut-être, de Donjons Dragon 5e édition, vous allez peut-être être un tout petit peu gêné parce que il y a beaucoup moins de monstres que dans un manuel des monstres de Donjons Dragon. Et la raison pour ça, c'est que tout à l'heure tu l'as dit, il y a 2 pages à chaque monstre qui est fait. Et du coup, ça veut dire que s'il y a 2 pages, il y a énormément de place pour du texte. Et j'ai pris le temps de comparer avec les manuels de la 3e édition et les manuels de Pathfinder 1. On n'a pas autant de texte dans ces bestiaires-là qui contiennent beaucoup plus de monstres que dans les Xeno-Archives de Starfinder. Moi, ça me fait penser à quelque chose que j'adorais dans la 2e édition d'Advanced Dungeons and Dragons, c'est-à-dire qu'en fait, chaque entrée de monstre, c'est aussi une ouverture sur des milliards d'histoires, parce qu'en fait, et alors là, en plus, c'est vraiment très très net, les paragraphes qui sont donnés pour expliquer d'où vient ce monstre, comment il s'est mis en place, comment il fonctionne, elles sont bourrées d'idées sur leur environnement, l'écosystème, l'organisation sociale. Donc tu as entièrement raison de parler de lore. Mais c'est ça. Et c'est ça qui va rendre vos monstres intéressants aussi. C'est ça qui va créer votre univers, qui va pouvoir vous connecter avec peut-être un écosystème d'une planète, par exemple. Ouais. Ben, c'est ça qui va donner lieu à des grandes possibilités. Et si là, vous voulez aller creuser un peu dans ce genre d'idées-là, moi, je peux que vous conseiller de vous intéresser à ce qui a pu être fait, par exemple, dans The Witcher. Oui, complètement. Où, typiquement, il y a des problèmes avec un dragon. Évidemment que personne n'est capable d'aller taper le dragon. Mais en fait, en enquêtant, on peut se rendre compte que il y a des choses liées au dragon. En plus, le dragon, c'est une créature intelligente, puissante, sage. Donc, comment ça se fait qu'il y a un problème avec ça? Comment ça se fait qu'il est là? Il y a pas mal de choses à creuser avec ça. Vous êtes pas, on n'est pas face à un jeu vidéo, quoi. Donc, en fait... votre monstre, c'est pas juste des stats.
il faut qu'il ait une vie, quoi. Il faut il a un écosystème, il faut qu'on comprenne pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. C'est très très bien d'aller chercher The Witcher parce que c'est clairement un des aspects les plus intéressants de ce jeu. Et de ses livres. C'est ça. Même si bon, les bouquins sont pas toujours. Oui, enfin de son univers en général et de ce qui fait ses forces. Moi, je sais que je retrouve beaucoup de choses que j'aime beaucoup pour ceux qui, dans nos auditeurs ou auditrices, qui connaîtraient la licence Monster Hunter. Si on retrouve ça, où effectivement on a un monstre, mais le monstre, c'est pas juste un truc à taper. Le monstre, il a une justification. C'est-à-dire que là, s'il a des excroissances osseuses sur lui, il y a une justification, il y a un lore, il y a une habitude de vie, il y a un truc qui fait que ça lui donne son physique particulier, et donc ses capacités qui en découlent, son écologie, où est-ce qu'il dort, où est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il est plutôt du genre à avoir des bébés qui protègent, est-ce qu'il les abandonne facilement, est-ce que tout ça peut entrer en jeu. Et donc tout de suite, votre monstre ne sera plus juste ce qu'on peut appeler un trash mob, quoi, qui est juste un monstre à taper et les joueurs s'en foutent, mais va être un vrai corps et une vraie partie de votre univers, et donc du coup va pouvoir s'intégrer à la narration, et surtout aux choix que vos joueurs feront derrière. Et ça, c'est ça qui est cool aussi. Alors justement, pour revenir sur le manche-crête, ces excroissances osseuses, elles ne servent pas à rien, puisqu'en fait, les os qui sortent de cette bestiole sont capables de capter la lumière du soleil et de la transformer en énergie. Et du coup, on nous dit que les Kasata en ont beaucoup utilisé dans leurs avancées technologiques, qui sont donc pu s'inspirer là-dessus, et que du coup, cet animal qui normalement vient de la planète des Kasata s'est retrouvé répandu un peu dans toute la galaxie, parce qu'en fait, y a des gens qui vont profiter de ces excroissances osseuses qui sont aussi une réserve d'énergie. Voilà, il n'y a pas que du trash mob, quoi. C'est ça. Est-ce que toi, t'aurais une créature que tu voudrais présenter avec ces possibilités de scénario ? Alors là, j'en ai pas exactement sous la main, mais je sais qu'effectivement, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est juste lisez le lore du monstre, quoi. Vous avez une page entière généralement à chaque fois dédiée à ça. N'hésitez pas à vous en inspirer. Mais toi, du coup, j'imagine que si tu me poses la question, tu as. Ouais. J'en ai une. Alors, j'en ai plein, mais j'ai plein d'idées dès que je lis un truc. Mais celui que je voulais présenter, c'est le vase d'assemblage. Alors, c'est pas un vase comme le vase de Soissons. C'est la vase comme de la vase, comme des limons. La particularité, c'est que c'est la version de Starfinder de ce que vous trouvez dans Donjon Dragon, qui s'appelle le cube gélatineux. Qui est d'ailleurs qui fait une petite apparition dans le film Donjon Dragon, et qui est une créature que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment été inventée pour tenir sur un carré de 1,50 m de côté sur les premières cartes des premiers Donjon Dragon. Donc c'est vraiment le truc qui s'est associé au gameplay. Là, ils ont repris ça, sauf que c'est une sorte de cube qui va synthétiser les objets technologiques qu'il rencontre. Alors, on nous dit dans la description qu'on ne sait pas vraiment, ça a été fait sur Bretheda au départ, mais que ça a mal tourné, puisqu'en fait au départ c'était fait pour aider les Brethédiens à concevoir des objets technologiques. Donc votre cube, il prend un objet technologique, il le dissolve, et puis ensuite il chie, il fait caca, un autre objet technologique. Et donc ça... on ne sait pas trop comment est-ce que ça a été programmé dans ceux qui traînent aujourd'hui dans la galaxie, mais en tout cas ils sont autonomes et leur truc dans la vie c'est de bouffer les objets technologiques. Et donc on nous dit spécifiquement que si jamais les créatures organiques passent devant un cube comme ça, il va pas forcément les attaquer, il va pas être agressif. Par contre, si jamais vous avez un implant cybernétique, là il va vouloir vous le bouffer pour pouvoir le transformer en autre chose. Donc il y a tout un tas de trucs autour de ça. Et puis, en fait, plus vous lisez les paragraphes, plus ça devient de plus en plus dangereux, puisqu'en fait, on vous dit que y a eu des situations dans lesquelles les vases d'assemblage ont été capables de se multiplier en deux. Donc ça peut être un peu inquiétant si vous mettez un vase d'assemblage quelque part, parce que s'il y a suffisamment d'objets technologiques dans le coin, ils risquent de pouvoir se multiplier. Et puis on finit par vous dire que si jamais il y en a un qui va se trouver dans un vaisseau spatial par exemple, ça risque peut-être d'être très compliqué. Et puis on termine en disant que en fait ça peut être utilisé dans le cadre
d'attaques technologiques dans le cadre d'une guerre larvée entre deux nations. Vous envoyez un de ces cubes dans une base militaire quelque part, et si vous laissez faire et si personne s'en rend compte, à la fin il reste plus rien de votre base militaire, mais par contre il reste ce que le cube a pu chier, c'est-à-dire des armes, des pistolets laser ou des casques ou des trucs, ou tout simplement des objets technologiques, puisque lui, son unique but dans sa vie, c'est de prendre de prendre du matériel technologique et de le synthétiser et de le retransformer en autre chose. C'est un peu votre imprimante 3D, quoi. Et du coup, le fait que ils aient repris l'idée du cube gélatineux, mais qu'ils en aient fait quelque chose qui puisse être utilisé à différents endroits, parce que vraiment, vous avez vos PJ qui ont leur vaisseau, c'est trop bien, et ils se sont pas rendus compte, il y a une faction qui les déteste et qui a mis dans leur soute un cube comme ça. Le temps qu'ils s'en rendent compte, les mécanismes du vaisseau commencent à dysfonctionner. Enfin, voilà, il y a une vraie narration rigolote qui peut être faite autour de ça, et qui, une fois que les PJ ont réussi peut-être à dompter ce cube, ça leur permet aussi de créer des objets technologiques comme ça, quoi. C'est quand même un cube qui fabrique des objets, donc il y a différentes manières de faire intervenir ce Strum-là dans une suite de scénarios. Alors, je viens de repenser, effectivement, moi, un des trucs que j'avais fait dans une partie avec mes joueurs, où, par le hasard des dés, etc., ils avaient libéré une créature qui était très très forte. Pour vous donner une idée, c'était un facteur de puissance 16. Voilà. Donc cette créature-là, ayant été libérée de prison et tout, a commencé à dévaster complètement toute la zone et le camp ennemi et tout. Donc ça se passait sur Bretheda. Et pour résoudre un peu ce truc qui les avait aidés à s'en sortir sur 2-3 situations, mais au bout d'un moment, il fallait bien régler cette situation de monstre un peu incontrôlable. Vu qu'on était sur Bretheda, j'ai utilisé une capacité particulière des Brethédiens, qui s'appelle les Barathus, d'ailleurs. Et donc les Barathus, en fait, ils ont la capacité de fusionner afin de se défendre. Et donc, du coup, pour résoudre un peu la situation, j'ai décidé de faire en sorte que les Barathus de Bretheda fusionnent pour protéger un peu leur planète, et en tout cas une région qui commençait à être dévastée. Donc ils ont fusionné, ils ont fait une grosse nuée. Vous avez eu une nuée de crevettes flottantes qui se sont rassemblées entre elles. Et ça en a fait une espèce de chose énorme et difforme, mais qui a pu du coup, effectivement, complètement écraser et détruire la créature qui dévastait le camp, afin de protéger la planète. Et ensuite, chacun des Barathus et des Brethédiens se sont dispersés, sont retournés à leur petite vie, mais ils ont fait un moment un peu corps pour défendre leur planète et régler le problème. Et ça, c'est une des capacités, par exemple, qui est assez rigolote des Barathus, et c'est un truc que vous pouvez utiliser aussi pour résoudre des situations. Alors, je lis sur leur page que, effectivement, sur cette question de la fusion, bien qu'un nombre très important de Barathus demeurent des entités discrètes la majeure partie de leur vie, ceux qui approchent de la fin fusionnent souvent avec des entités combinées massives et permanentes qui servent de structures corporatistes, gouvernementales ou culturelles. Donc moi j'imagine bien une entreprise Barathus qui soit en fait juste la jonction de plusieurs vieilles crevettes. Ce serait un peu la fête. Voilà, ben c'est typiquement en fait ce qu'on disait sur le lore et tout, c'est des choses comme ça que vous pouvez utiliser aussi avec les créatures. C'est pas forcément, voilà, les créatures c'est pas forcément des choses portées sur le combat, ça peut être des choses qui vont créer des situations, des événements qui potentiellement peuvent marquer la séance, peuvent marquer le scénario et potentiellement marquer vos joueurs. Ouais, effectivement. Sur ce, moi je te propose de parler un peu tout à l'heure, on a évoqué les questions de loot. Est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire justement, parce que une fois qu'on a combattu un monstre, l'intérêt des joueurs aussi c'est de looter des choses. C'est ça aussi la force du porte-monstre trésor, c'est que les joueurs vont récupérer des objets, des biens, de l'argent pour pouvoir s'augmenter eux-mêmes et pouvoir aller plus loin dans l'aventure, avoir plus de capacités, de possibilités. Un des choix qui a été fait de
de pesos sur Starfinder et qu'ils ont continué sur Pathfinder 2, c'est que ce ne soit pas seulement le maître du jeu qui ait intérêt à acheter tous les manuels. Si vous jouez à Donjons Dragons 5ème édition, en fait, le manuel des monstres, c'est le MJ qui va l'acheter parce que il a besoin de monstres pour peupler sa campagne. Là, il y a quand même de quoi boire et de quoi manger pour tout le monde. Déjà, si vous êtes un magicien et que vous voulez le sort de convocation de monstres, en fait, vous avez besoin de Xenoarchive parce que on vous explique comment préparer ces sorts-là. Et sinon, comme on est dans Starfinder, il y a des milliers de races, d'espèces disponibles. Et donc, la plupart des créatures qui sont présentées dans les Xenoarchives sont jouables par les joueurs. Donc, je peux, en tant que joueur, avoir envie de sortir un petit peu des espèces qui me sont proposées dans le manuel de base, et donc me servir de Xenoarchive pour ça. Mais à côté de ça, il y a effectivement, si une créature n'est pas jouable, dans ce cas-là, on va vous proposer autre chose. On va vous proposer des objets qui sont associés. Donc, des fusions, des poisons, ou tout à l'heure dans le cas du manche-crête, tu parlais du ceste en os, donc des armes en fait qui sont spécifiques à ces monstres-là. Donc en fait, il y a toujours quelque chose à aller chercher dans les Xenoarchives qui vous donne des possibilités supplémentaires et donc des objets ou des capacités supplémentaires qui permettent aussi de donner un petit bonus à des joueurs une fois qu'ils ont vaincu une créature. C'est ça. Et du coup effectivement, vous serez jamais perdu. Donc vous pouvez faire le loot un peu classique, mais vous pouvez faire du loot qui va être un peu plus lié au lore et à la créature. Et en même temps, c'est ça qui va donner peut-être l'aspect unique à vos joueurs derrière. Parce que vous aurez un joueur qui se bat avec une ceste qu'il a trouvée sur la créature que tu présentais tout à l'heure. Un autre joueur qui a en fait une lame récupérée d'une patte de genre de slivoïde d'une autre créature. Enfin voilà, vous pouvez imaginer des choses comme ça. Attention, on n'est pas dans Starfinder quand on dit slivoïde. Oui, enfin c'était pour imager un peu la créature que ça pouvait être. Mais voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et donc faut pas hésiter à s'en servir aussi pour peut-être créer de l'originalité dans les loots et dans la façon dont vos joueurs vont pouvoir évoluer, s'augmenter, etc. Et puis ça va leur donner un petit peu de différence physique aussi, parce qu'ils auront des équipements qui changent un peu de l'ordinaire. Ça, c'est plutôt cool. Et qui changent des manuels de base. Alors là, si je résume, on a fait une présentation rapide des manuels. On a parlé de comment utiliser les Xenoarchives et comment interpréter de différentes manières, tactiquement et narrativement, les créatures qui se trouvaient dedans. Il nous reste quand même à traiter d'une dernière petite chose, qui est le fait d'utiliser ces Xenoarchives pour concevoir en tant que MJ ses propres créatures. C'est ça, parce que vous pouvez dire « Ah ouais, mais attends, le Xenoarchive, il coûte, je sais plus, 40 balles. J'ai pas beaucoup de monstres dedans. Comment ça se fait? C'est un peu abusé. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de variété pour pouvoir faire jouer mes joueurs, etc. » Et en fait, Starfinder répond à ça en disant « Bah, ok, crée ce que tu veux. » Et en gros, il vous donne, donc tout à la fin des Xenoarchives, dans Annexe, vous avez des tableaux qui vont résumer, en fait, qui vont vous dire, en gros, si vous voulez faire une créature facteur de puissance 1 ou un PNJ facteur de puissance 1, par défaut, on vous conseille de mettre 11 en classe d'armure énergétique, 13 en classe d'armure cinétique, machin. Ils vont vous donner tout ce que vous pourrez faire par défaut, ce qui en fait va vous donner un ordre d'idée des statistiques que votre créature que vous allez créer pourrait avoir. Et c'est là où les types qu'on a mentionnés tout à l'heure vont intervenir, parce que si vous voulez créer une créature ou un PNJ plutôt genre combattant ou plutôt genre lanceur de sorts, le tableau sera pas le même. Donc vous allez avoir 3 tableaux sur lesquels vous allez pouvoir vous référencer et trouver les statistiques principales en fonction des facteurs de puissance que vous voulez. Et donc là, vous êtes en fait libre de créer, de justifier et d'inventer les monstres et les rencontres que vous voulez. Et à partir de ça, une fois que vous avez fait ça, vous dites « Ouais, mais moi j'ai voulu créer un monstre, j'aimerais qu'il soit à moitié mort-vivant. » Et ben dans ce cas-là, pas de souci, parce qu'en fait, Starfinder vous met à disposition un système qu'ils appellent les greffes,
sur lequel vous avez pris un archétype de lanceur de sorts de facteur de puissance 2 ou 3 par exemple, et vous allez y appliquer la greffe mort-vivant qui va vous filer des petits avantages du fait qu'il soit un type mort-vivant. Et donc les morts-vivants, bah voilà, si on greffe la caractéristique, enfin le type mort-vivant à votre stéréotype de créature, elle aura les traits vision dans le noir, immunité des morts-vivants, un modificateur de constitution qui est vide, puisqu'il est mort-vivant, et un bonus de +2 au jet de volonté. Et là, vous aurez créé votre créature mort-vivante avec la spécificité qu'ajoute le fait que votre créature soit mort-vivante. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve extrêmement important, parce que dans la plupart dans Donjons Dragons 5e édition, par exemple, moi venant d'Advanced Dungeons and Dragons 2e édition, j'ai pas compris tout de suite la philosophie qui était derrière le manuel des monstres et le fait de pouvoir créer ses propres monstres. Dans Donjons Dragons 5e édition, on vous dit, t'as envie de faire un Aarakocra, c'est-à-dire un homme-oiseau qui soit un archimage, en fait, tu vas essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche dans le manuel, tu vas prendre l'archimage et tu vas rajouter quelques petites statistiques dessus pour dire que c'est un Aarakocra. Mais c'est pas intéressant parce qu'en fait, mon archimage, c'est un truc qui doit être de facteur de puissance 9 et il n'y a rien pour baisser ce facteur de puissance. Donc j'étais extrêmement bloqué quand je me suis retrouvé face à Donjons Dragons 5e édition. Si, venant aussi de Donjons Dragons 3e édition et puis ayant regardé les manuels de Pathfinder 1, j'ai un deuxième problème. Dans ces jeux-là, on te dit « Ah bah tu veux créer un archimage de niveau 9 à Aarakocra ? Bah pas de problème. Tu prends l'espèce Aarakocra et puis ensuite tu mets la classe et puis tu mets les compétences et puis tu mets les dons et tu choisis les sorts. Et d'un côté, il y a quelque chose qui est simplifié et qui me permet moi en tant que MJ d'avoir moins de possibilités dans ce que je veux faire. Et de l'autre, j'ai la possibilité de ce que je veux faire. Par contre, il faut que je mette 5 heures à créer une créature qui va se faire buter en 2 minutes. Donc c'est un peu un problème. Et là où je trouve qu'il y a quelque chose qui a été assez bien trouvé, c'est que Starfinder te dit voilà la base. Ça va de facteur de puissance 1 à facteur de puissance 25. Tu choisis ton type qui est en gros le rôle que tu veux lui faire jouer dans la rencontre que tu veux mettre face à ta créature. Après, tu vas chercher les greffes que tu veux. Là, tu nous as parlé de greffes d'espèces, le mort-vivant. Mais tu peux rajouter des greffes environnementales. Et puis tu as des sous-types. Typiquement, j'aurais pu mettre une greffe Vesk en disant là-bas c'était un Vesk, voilà. Mais un Vesk est devenu mort-vivant. Et donc du coup, il a les bonus de Vesk et les bonus de mort-vivant. Voilà. Et machin, et tout de suite vous voyez que vous pouvez commencer à conjuguer un petit peu les choses entre elles, mixer un peu tout ça, et créer les créatures que vous voulez. Et puis si derrière vous voulez créer un monstre, alors on parlait là tout à l'heure, tu disais moi j'aurais bien rajouté un coup de griffe, parce qu'il a des excroissances partout et il a des grosses griffes. Et ben voilà, vous créez un monstre avec des coups de griffe, et donc vous lui ajoutez une attaque spéciale, je sais pas, qui peut faire tous les 3 tours, et qui fait un coup de griffe avec des dégâts d'acide. Voilà. Oh oui. Et puis, et comme ça, en fait, vous pourrez créer un peu ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment, vraiment super pratique, quoi. Et c'est d'autant plus pratique que, en gros, à partir du moment où ils ont inventé ce système de greffe, peu importe si vous n'avez pas si eux n'avaient pas tous les manuels au moment où Xenoarchive 1 est sorti, en fait, toutes les autres classes de personnages, dès qu'ils créent la classe de personnage dans les manuels qui sont sortis après, ils mettent la greffe qui correspond, donc vous pouvez les utiliser. Vous voulez faire un mort-vivant, pour reprendre un mort-vivant Vesk qui était dans sa vie un nanocyte qui apparaît dans un manuel qui n'est pas encore traduit en français, et en fait vous lui mettez la greffe de nanocyte et ça crée un truc assez intéressant. Et effectivement, quand tu parlais d'attaques supplémentaires, en fonction du facteur de puissance de votre créature, on va vous dire, t'as le droit à choisir 1 ou 2 pouvoirs spéciaux dans la liste qui ressemble aux traits qu'on a déjà dit tout à l'heure. Et donc, en fait, voilà. Du coup, le mode de création d'une créature et le temps est ultra réduit. C'est-à-dire qu'en fait, en 10 minutes, si vous voulez vraiment être assez précis, vous pouvez mettre 15 minutes, 15-20 minutes. Vous avez votre créature. Vous avez toutes ses stats, vous avez toute la base, et ça vous permet ensuite de pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Et ce que j'aime particulièrement avec le Xenoarchive 2, parce que quand même parlons-en,
c'est que dans le Xeno-Archive 2, il y a des entrées de créatures qui sont pas vraiment des entrées de créatures. C'est des entrées en gros de types de monstres. Donc vous avez une entrée par exemple sur les dinosaures, où on va vous donner une base pour pouvoir ensuite créer le dinosaure que vous voulez. Vous avez une entrée animal grégaire qui permet en fait de créer le type d'animal que vous voulez pour peupler vos mondes et pour pouvoir montrer à vos joueurs que il y a des choses un petit peu chelou, que c'est un peu bizarre. Vous avez les entrées élémentaires qui sont dans Xeno-Archive 1. Et donc, en fait, en faisant ces entrées dans le manuel où vous avez des choses qui sont très très vagues, très très larges, comme l'entrée prédateur qui est à alimenter avec vos différentes greffes, et ben en fait, vous pouvez vous servir de ces règles-là qui ont été pensées pour vous et vous focaliser sur la narration, quel type de prédateur vous voulez faire sans vous creuser la tête en définissant toutes ces caractéristiques depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont réutilisé ensuite. Ils l'ont testé avec Starfinder, ils l'ont réutilisé dans Pathfinder 2, parce qu'ils s'étaient rendu compte que en fait, les MJ se sentaient un peu frustrés quand ils voulaient créer leur propre monstre, parce qu'en fait, ça mettait beaucoup trop de temps. Ouais. Et donc là, moi, je suis un peu rassuré. Je retrouve cette capacité de modularité qui est un peu un des traits de Starfinder et de Pathfinder, sans être obligé de tronquer ça sur une simplification à outrance qui m'empêche de faire ce que je veux. C'est ça. Et puis, un des derniers aspects que je vois, c'est que moi, je suis un maître du jeu qui peut assez vite dériver dans l'improvisation. Parce que je me suis rendu compte que les joueurs, globalement, ne faisaient jamais ce que je prévoyais. Donc, au bout d'un moment, j'ai changé ma façon de concevoir les parties. Et très vite, je peux improviser des trucs. Des fois, j'ai des idées qui me passent au moment où la situation arrive. Donc, je le mets, je l'introduis, et puis on joue avec ça. Donc, ça peut être un PNJ un peu farfelu, ça peut être n'importe quoi. Et puis en fait la situation dégénère, donc là, oh là là, mince, ça vire en combat et tout, mon PNJ que je viens d'improviser, j'ai pas eu le temps de le préparer, je le connais pas et tout, machin. Bon écoute, c'est pas grave, je sais que c'était un ancien guerrier repenti, je sais pas quoi. Bon ok, je me référence, je me dis pour qu'il le tape, faut qu'il soit de niveau 3 par exemple, parce que mon groupe est de niveau 3. Et là je me référence au tableau, j'ai des caractéristiques types, je lui mets un ou deux bonus vite fait en me disant ouais mais c'est un mec, il a une épée de feu, alors machin. Et puis il est à moitié dragon, alors il va avoir ça et ça en bonus. Tac, et je peux improviser mon combat directement. Et ça, c'est vraiment trop bien. Parce que derrière, en fait, improviser n'est plus un problème. Ouais. Parce que vous avez toujours n'importe quel outil pour vous adapter très très vite et avoir quelque chose qui sera adapté, on va dire, à votre groupe et du coup pourra créer une situation qui sera sympa à faire, quoi. De toute manière, après, vous pouvez prendre du temps pour peaufiner un peu le PNJ. Et puis, on n'est pas dans une nécessité d'immersion complète. C'est-à-dire que si vous dites à votre groupe, là, du coup, le PNJ, imaginons qu'ils l'ont pas tué et qu'ils reviennent un peu plus tard et que là, vous ayez eu le temps de donner des caractéristiques ou des traits particuliers à ce PNJ un petit peu après. N'hésitez pas à le dire à votre groupe en disant là vous m'avez pris par surprise, j'avais pas prévu, donc il y a des choses qu'il a peut-être pas complètement utilisées dans le combat parce que vous n'aviez pas eu le temps d'y réfléchir. Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'on commence à avoir fait un bon tour. Ouais. Vous devriez avoir à peu près tous les outils maintenant pour utiliser la Xeno-Archive. Et en plus, là, on a beaucoup parlé du livre des Xeno-Archives, mais il faut savoir que dans le guide du maître du kit d'évaluation, parce qu'il y a un petit kit de base que vous pouvez acheter, une boîte... Kit d'initiation, tu veux dire ? Kit d'initiation, pardon, pas d'évaluation. Donc dans cette petite boîte de démarrage, en gros, que vous pouvez acheter, il y a une section, dans le guide du maître, il y a une section dédiée aux monstres, dans lequel il y a un peu ça, c'est-à-dire que vous allez retrouver quelques petits monstres stéréotypes qui sont pas forcément liés au scénario de la partie de base, mais voilà, vous avez quelques monstres présentés histoire de vous donner des pistes pour pouvoir jouer, et ils vous présentent aussi ce truc de pouvoir créer vos propres monstres. Donc en fait, si vous avez acheté que le kit d'initiation, vous pouvez improviser des parties réellement avec juste des règles simplifiées du jeu, mais vous avez les mêmes possibilités. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, en faisant ça, parce que ça se retrouve dans la plupart des manuels, il n'y a pas que pour créer des monstres, vous verrez un peu plus tard que ça peut servir aussi à créer des nouvelles planètes ou des nouvelles espèces.
dans le tout dernier manuel qui est sorti, hein, Interplanetary Spaces. Mm. En fait, ça permet aussi d'être dans une logique un peu de transparence avec la boîte qui a fait le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, Paizo vous dit, en vous proposant ces règles-là, vous montre un peu quelles règles eux-mêmes suivent pour créer des monstres. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de relire les stat blocks en se disant « Ah bah oui, en fait, ils ont utilisé la même règle que moi. » Il n'y a pas de truc où vous avez l'impression que ça sort de nulle part et vous n'êtes jamais certain que ce que vous créez sera suffisamment équilibré. Ce qui est un de mes reproches à Donjons Dragons 5ème édition pour le coup. Parce que pour avoir essayé de créer des monstres, en fait, c'était jamais complètement satisfaisant. Et surtout, les monstres de Donjons Dragons 5ème édition, vous pouvez pas leur attribuer des compétences qui viennent des classes de personnages. Là, vous pouvez le faire. Et c'est fait de telle manière que on n'est jamais véritablement perdu. Donc certes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a moins d'entrées, il y a moins de monstres à proposer que ce que vous pourriez espérer d'un jeu qui se passe dans l'espace avec des tas d'espèces. En revanche, vous avez des règles qui vous permettent d'aller construire un petit peu par vous-même ce dont vous avez besoin une fois que vous vous êtes un peu familiarisé avec les monstres qui sont déjà dans le manuel. Et on vous invite surtout à bien prendre le temps de lire tous les paragraphes qui se trouvent en dessous de chaque créature parce que c'est véritablement des mines de scénar potentiels. Et ben sur ces chouettes petites paroles, je te propose de conclure notre 4e épisode. Donc là, normalement, vous devriez quand même avoir une base très solide pour improviser déjà des scénarios. Vous pouvez faire vos premiers scénars dans la station, avec des PNJ, avec des créatures. Vous savez comment ça marche, on a discuté un peu du combat, etc. Normalement, vous devriez avoir les clés pour pouvoir commencer un peu à vous jeter dans le bain, si je puis dire. Et puis, nous, on va vous souhaiter de bonnes parties, en tout cas, de bien vous amuser, d'explorer un peu tout ça calmement, et puis on vous propose de nous retrouver sur Twitter, et puis les épisodes sont dispo un peu partout, Spotify, Deezer, YouTube, tout ça. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. À bientôt, et restez cosmiques. Ciao tout le monde.